Ces libertariens veulent mettre les enfants au boulot. Alors en fait, c'est un débat, entre, 2 libertariens d'une chaîne qui s'appelle How to Bitcoin que, je ne connaissais pas évidemment parce que je ne regarde pas des chaînes libertariennes à gogo avec, le streamer Bad Mulch, que Christophe adore, hein, évidemment. Et en fait, il nous explique, que, ce serait dommage que les enfants qui veulent travailler ne puissent pas travailler, hein. C'est assez classique, une rhétorique assez classique, de libéral, c'est-à-dire de dire: «Bah, voilà, si des gens sont consentants pour se faire couper le bras pour qu'on leur donne 10 €, bah, on devrait pouvoir, le faire» et donc ils ne comprennent pas pourquoi. Alors on va regarder ensemble exactement ce qu'ils disent pour ne pas les diffamer, mais d'abord on accueille, Christophe de Position Revue. Comment ça va Christophe? Ben ça va, t'as francisé mon nom anglo-saxon, je te remercie. Je m'appelle Ah oui, vraiment c'est vrai que je t'appelle Chris non, d'habitude. tout le monde m'appelle Chris en général, mais non, Ouais, ça va, ouais, ça ouais. roule et toi? Et ben, ça va bien, ça va bien. Alors on va regarder tout ça, savoir s'ils ont des bons arguments ou non, ces 2 droitards, ces 2 libertariens. Tu déjà vu l'extrait, Chris? Non, Et ben, on va se mater ça. Bah, tu prêt? let's go. Le fait de vouloir légiférer pour empêcher certaines choses n'empêche jamais rien, du moins ça crée toujours des effets de bord que tu peux pas anticiper. C'est quoi l'effet de bord, par exemple, Donc ils sont contre la législation, c'est assez classique chez les libertariens, ils disent: «Il faut juste le droit naturel, mais quand tu légifères après, ça empêche la liberté humaine». de rendre illégal le travail des enfants? Bah, dans quel sens? Bah, c'est qu'il y a des enfants qui veulent travailler, qui pourront pas travailler ou qui ont besoin pour sauver leur famille de travailler. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois? Et ça fait quoi? C'est quoi les effets de bord d'interdire le travail des enfants? Bah, il y a des enfants, ils voudront travailler, ils pourront plus travailler. Le mec se posait la question: «Pourquoi putain, il y a des enfants dans la société qui doivent travailler, qui veulent travailler?» Moi, quand j'avais 12 ans, j'avais pas envie ou même 8 ans, j'avais pas envie de travailler, tu vois? C'était pas mon rêve de gagner ma croûte, tu vois? S'ils gagnent rien, ils vont mourir de faim, donc pourquoi les empêcher? Non mais Ah, c'est trop ça, c'est l'enfer du mec. Donc tu Après, serais moi, favorable à c'est enlever la loi qui interdit le travail des enfants aujourd'hui? Moi, oui. en vrai, moi, Je me dis, si les parents, je sais pas, ils sont tous les deux handicapés, ils peuvent rien faire, et puis tu as un gosse qui a 12 ans qui est prêt à faire des travaux. Après, on ne parle pas d'esclavage ou je sais pas quoi, tu vois. le fait de Tu non, vois la non, non, dinguerie? non. Si t'as des gens handicapés, putain, moi, parce qu'il y a des gens handicapés OK. qui ne peuvent pas travailler pour subvenir aux besoins de leurs enfants, faut pas leur donner de l'argent pour les aider financièrement, les aider dans leur handicap et tout, et élever leurs enfants convenablement. Il faut faire travailler leur gosse qui a envie et devient consentant à travailler. T'imagines le truc, quoi? Et c'est un délire. C'est un délire et en plus c'est, ouais, ça charrie, mais vraiment, mais plein de domination, le validisme et cetera. C'est hallucinant, quoi. Enfin, je sais pas, ça renvoie au débat sur le consentement dont on avait parlé, tu sais, En sur vrai, le le consentement, c'est sur, vision libé sur l'affaire avec OnlyFans là, parce que, ouais, bah, là, oui, l'enfant il est consentant. Bah oui, c'est sûr que si l'enfant il va mourir, il va être consentant à faire ce que tu veux, tu vois? Tu pourrais dire pareil. Pourquoi est-ce qu'on, interdit, je sais pas, des agressions sexuelles sur des enfants consentants? Tu vois? ouais, Pourquoi est-ce qu'on le fait? c'est ça, exactement. Mais de Il toute pourrait façon, remettre ça en question aussi, tu vois? c'est l'argument de base de gens, qui sont pour, la dépénalisation des rapports, pédophiles ou pour l'abaissement de l'âge de consentement, heu, au rapport sexuel avec des adultes, quoi. Voilà. Donc c'est, bah, c'est hallucinant. Déjà, c'est vraiment l'argument, donc là, beh, libertarien, ce qui est logique, hein. Ça déjà le premier truc, c'est que le gars, il se dit: «Il y a des gens, ils sont pas en état de participer au travail collectif». Voilà, alors pour eux, alors je vais même pas dire ça parce que c'est déjà trop pour eux. Il y a des gens, ils sont pas en état de subvenir à leurs propres besoins d'eux-mêmes. Voilà, à aller chercher des ressources matérielles d'eux-mêmes. Donc il faut qu'ils demandent à leurs enfants de le faire à leur place. Voilà, donc c'est déjà la solidarité, heu, comment dire? Commune, sociale et cetera. Déjà, c'est leur pas possible. La seule solidarité, à laquelle ils pensent, c'est la solidarité hyper archaïque de la famille, tu vois? Si toi tu peux pas si toi tu crèves parce que tu es handicapé, que tu ne peux pas subvenir à tes besoins, alors ça doit être, tes enfants qui doivent supporter ça
même s'ils ont 13 ans et qu'ils doivent aller bosser à 13 ans. Tu vois. Donc déjà, cette vision, mais c'est vraiment passionnant parce que c'est vraiment des gens qui pensent un être humain qui n'aurait en fait que des rapports naturels aux choses. Le travail serait une espèce de, tu sais, une espèce de masse sur laquelle grâce à ta force, etc., tu viens piocher. Et puis, il n'y a pas de société. C'est la phrase de Thatcher, hein, There is no society. Et d'ailleurs, on se rappelle quand Thatcher dit There is no society, il y a juste, à la fin, elle continue en disant il y a juste de la famille, etc. Donc là, on est vraiment là-dedans. Ensuite, le validisme, bah voilà, la solidarité pour eux, le travail pour eux, c'est forcément des choses pour les gens valides. Voilà. Et pire que ça, si tu ne peux pas travailler, tu dois demander à quelqu'un de valide de le faire à ta place, même si c'est un enfant de 13 ans. Pareil, la solidarité. Je fact-check, hein, c'est 12 ans qui dit. Ah oui, 12 ans. Voilà. Et la solidarité, le fait de partager le travail, de l'adapter, de le rendre moins validiste, etc. Jamais ça leur évoque quoi que ce soit, parce que clairement, leurs structures mentales sont orientées, genre, que peut un individu seul ou ne peut pas. Voilà. Et quand un individu seul ne peut pas, le maximum de conscience possible qu'un libertarien, c'est de se dire, ah bah s'il ne peut pas seul, alors il faut que ce soit un individu qui fasse à la place. Et de mieux, bah, un individu naturellement relié à lui, pas socialement, son fils, sa fille, j'en sais rien, de 12 ans, de 8 ans, pourquoi pas de 5 ans en fait. Je suis sûr qu'on peut gagner de l'argent à 5 ans, tu vois. Avec ce truc-là, c'est pas. Et en fait, c'est exactement les mêmes choses quand les mecs te disent oui, on doit pouvoir louer son utérus parce que si là, par exemple, une meuf gazaoui qui a tout perdu, qui n'a pas de quoi nourrir ses enfants et tout, au final, elle accepte un contrat en consentant de louer son utérus pour porter les enfants de gens riches en Occident. Il n'y a pas de souci parce qu'elle est consentante. C'est exactement pareil en fait. C'est le contrat, mais le contrat quand on te tord le bras, tu vois. C'est-à-dire qu'on te tord le bras, tu es obligé d'accepter le contrat et le mec dit bah comme il a accepté, on devrait pouvoir le faire, tu vois. Et Exactement. pour eux, la justice est là. La justice est dans l'acceptation malgré le rapport de force Et qui est une création culturelle aussi, tu vois. c'est l'inverse, c'est pas l'acceptation de malgré le rapport de force, c'est la négation du rapport de force. En fait, justement, toute la logique de contrat 1 à 1, bipartite, libéral, individualiste, c'est justement un moyen de nier la réalité sociale, ses rapports de force, ses dissymétries, etc. C'est ça. C'est de justement rendre abstrait l'individu, le rendre totalement libre de sa propre volonté et comment dire, attaché à rien de concret, à aucune contrainte, à aucune nécessité, à aucune même détermination, si on veut, voilà, pour justement faire en sorte a posteriori, ah, puisqu'il a signé, il est consentant, tu vois. Donc la question même d'interroger le rapport de force qui a amené à ce consentement, la violence sociale, directe, indirecte, symbolique, physique, qui a amené ce consentement, elle est niée, en fait, justement par rapport au contrat. Mais d'ailleurs, toute la réflexion sur le consentement, tu as parlé de notre vidéo sur OnlyFans, c'était ça, en fait, qu'on essayait de dire. Et il y a tout un tas de projets de loi là, qui essayent de remettre le consentement dans la loi là, pour éviter le viol. Et il y a des gens qui alertent, et ils font bien, en disant mais c'est des choses qui ne sont pas mesurables. Donc le risque même de dire il y avait un consentement est problématique, justement parce que on va pouvoir mettre des paradoxes, enfin, des processus abstraits qui vont permettre d'arracher un consentement ou même de le concrétiser. Je te donne un exemple. Imaginons une femme qui subit des viols conjugaux, tu vois. Et donc forcément de l'emprise, de la violence symbolique, etc. Ben, rien n'empêche son mari, s'il arrive à arracher des rapports sexuels par la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, etc., d'arracher aussi un papier qui dit tu vas me signer comme quoi tu étais consentante pour faire l'amour tel jour à telle heure, tu vois. Bien Et sûr. de pouvoir utiliser cette preuve en disant bah regardez, elle a signé, tu vois. Et ça, c'est une catastrophe. De la même manière que la charge de la preuve du consentement doit revenir donc à la victime pour pouvoir prouver un viol.
Or non, justement, quelle est la force? Et c'est ce qu'on disait justement avec le truc de Lily Phillips, etc. Justement, quelle est la force de la pensée progressiste et de la gauche? C'est d'avoir dit: «Mais non, il y a des situations de violence, a priori, consentement ou pas consentement». Et ce qui est intéressant dans l'exemple là, c'est vrai que quand on parle de sexualité, c'est toujours un petit peu problématique, surtout avec des adultes, etc. Mais alors là, le travail des enfants, il est passionnant parce qu'il a une histoire dans la pensée progressiste et révolutionnaire et ouvriériste. L'abolition du travail des enfants a été tant une cause progressiste, de bourgeois progressistes, mais aussi ouvrière. C'était de justement considérer que euh, 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 faire travailler des enfants, c'est une violence en soi. Peu importe si les enfants y vont de manière libre, ils expriment une volonté d'y aller, qu'ils ont des bonnes raisons d'y aller, comme s'occuper de leurs parents, et notamment au 19e siècle, rapporter quelques sous, quelques francs à la maison pour manger, c'était effectivement beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Parce que ça, on l'entend beaucoup aujourd'hui, hein. Macron, c'est un peu ce discours-là, hein. Alors, bon, bien moindre que ce qu'on a entendu par les libertariens là, mais c'est un peu du type, il y a des gens, ils sont pas bien à l'école et ils veulent faire du professionnel, travailler. Alors, on pose jamais la question sur pourquoi est-ce qu'ils sont pas bien à l'école. Est-ce que Ouais. l'école aujourd'hui est adaptée à tous les types d'enfants, à toutes les classes sociales ou non? Est-ce qu'on a mis les moyens pour que ce soit le cas? Non, non, on dit ces gens-là, ils sont plus trop adaptés à l'école et ils veulent travailler, donc il faut pouvoir leur proposer des stages professionnels. On sait qu'en plus, ces stages sont souvent aussi du travail dissimulé, mais on dit oui, mais c'est eux qui voulaient, et puis ça leur permet d'apprendre. Et puis, dans l'histoire du mouvement ouvrier, bah, tu as ça aussi, en bien pire, évidemment. Je dis pas que les stages aujourd'hui sont l'équivalent du travail des enfants dans les mines, tu vois, mais il y a ça aussi, quoi. Exactement. Et ce qui est drôle, c'est que au 19e, quand il y avait l'abolition du travail des enfants, il y avait des bourgeois exploiteurs d'enfants qui organisaient des manifestations d'enfants qui voulaient travailler justement pour contrer des lois interdisant le travail des enfants ou des mouvements sociaux voulant interdire le travail des enfants. Et ils expliquaient ça de manière extrêmement logique, libérale et donc libertarien aussi, parce que tout libertarien est un libéral, tout libéral n'est pas un libertarien, mais tout libertarien est un libéral. Donc, justement, par dire, mais regardez, ils veulent venir. Et puis, en plus, avec cette charge symbolique, mais regardez, ces pauvres enfants, ils veulent venir parce que leurs parents n'ont plus la force pour travailler et ils doivent survivre, ils doivent gagner leur pain. Et leurs enfants, regardez cette solidarité familiale. Mais tu as envie de dire, mais pourquoi ils ont pas la force, les parents là, de continuer de travailler? Peut-être parce qu'ils ont travaillé 20 ans dans ton usine de merde, fils de pute, et qu'ils sont cassés de voilà, de A à Z, quoi. Donc de bas en haut. Donc et la force de la pensée progressiste de gauche, c'est justement d'avoir pensé les violences indépendamment de ce que les individus par eux-mêmes en pensent. Voilà. Moi, je sais pas, demain, peut-être que je serai dans une situation où j'accepterais de faire un truc que j'accepterais pas aujourd'hui parce que j'ai pas les conditions matérielles qui m'amènent à prendre cette décision mentalement. Bah, demain, dans une certaine condition, mes structures mentales vont changer, mes urgences vont changer. Et Bah, Zoé, elle avait dit ça une fois, alors je veux pas parler à sa place parce qu'elle est pas là, mais par rapport au travail du sexe. Elle disait, en fait, c'est compliqué, tu vois. Genre aujourd'hui, elle est médecin, jamais de la vie, elle pense à faire du travail du sexe, tu vois. Mm. Mais peut-être que dans une situation où t'es dans la merde, t'as été mis dehors de chez toi à 16 ans et tout ce qu'on te propose, c'est du boulot de merde, dans des conditions de merde et tout, bah peut-être que quand tu commences à voir que tu pourrais gagner de l'argent avec du travail du sexe, bah là, tu commences à considérer la chose, tu vois. Et c'est donc ça. que c'est pas, il y a pas des gens qui sont immoraux et font du travail du sexe et d'autres qui sont moraux qui en font pas. C'est en fait selon les contextes de vie des gens, les questions ne se posent pas pareil quand t'as pas de quoi bouffer et pas de quoi te chauffer que quand t'as de quoi bouffer et t'as de quoi te chauffer, tu vois. Ouais. Et je le dis, on dit ça parce que les gens vont dire: «Oui, mais vous posez cette question-là pour le travail du sexe», parce que oui, parce qu'on a encore des rapports au sexe qui sont, normés et cetera, et effectivement, ça apparaît toujours une forme de violence et ça l'est dans bien des cas. Mais on peut s'interroger ça pour n'importe quel boulot de merde, quoi. Tu vois? Il y a des boulots, tu te dis: «Mais moi, je ferais jamais ça de ma vie», heu,
parce que c'est honteux, j'ai pas Bah oui, forcément mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui considèrent que faire du travail du sexe, c'est Mmh. moins, c'est moins violent que d'être Voilà. cariste, pas cariste dans Écarisseur. une usine de Écarisseur, voilà, merde et tout, ou écarisseur, écarisseur, tu par vois, exemple. dans une usine de Hein? merde où tu te baises les tendons des épaules en 5 ans, où ça sent la carcasse Mmh. pourrie toute la journée. Bah, il y a des gens qui considèrent que le travail du sexe, en fait, c'est Voilà. plus digne, tu vois. Et Mais moi, c'est je suis pas pas ça. là pour juger ces gens-là, et peut-être qu'ils ont raison en plus, tu Et vois. en plus, Peut-être peu qu'ils ont imp raison. Par contre, je suis pour qu'il y ait une société où ils soient pas obligés de le faire et qu'ils soient bien payés, tu vois. et clairement, la question se pose, c'est de se dire, voilà, il faut autant interroger le fait que des gens, véganes se mettent à devenir écarisseurs, tu vois, par contrainte, matérielle, que des gens, voilà, qui, n'ont pas d'attrait pour le travail du sexe, en font, tu vois ce que je veux dire? Par contrainte matérielle aussi. Qu'il y a des gens qui adorent être écarisseurs, bon, bah, pour moi, ils sont un peu plus problématiques que des gens qui adorent être travailleurs du sexe, mais bon, peu importe, mais tu vois, je veux dire, mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt Le parce que mépris de classe tu vois, c'est ça aussi d'être un non, espèce non, 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 d'universitaire bah, bourgeois, qui passe son temps sûrement dans moi les en plus. livres. J'ai travaillé en abattoir moi, monsieur, je souhaite Tu travaillé en abattoir? ouais, de poulet. Mec, parmi les patients, que j'ai vus, je crois que les gens les plus détruits par le travail, c'est les gens qui bossent dans les usines de viande comme ça, qui portent toute la journée des carcasses. C'est hyper lourd, Et ça encore, pue, ça provoque un rapport aussi même à l'animal, tu sais, qui est un peu, c'est un peu à la malsain, tu mort. sais, de passer sa journée à tuer Mmh. à tuer des animaux. Enfin, vraiment, c'est l'enfer, hein. Et attends, moi je te parle d'abattoir de volailles. Donc je sais pas pourquoi, mais je sais pas comment, mais moi j'ai toujours l'impression qu'en plus, je sais pas, de tuer des cochons, des vaches, enfin, j'ai l'impression que j'ai plus d'empathie pour, tu sais, on a un rapport avec les Oh, le animaux. spéciste! Oh là 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 là, le Ah non, dérapage! le spéciste, non, mais le spéciste, c'est bah, déjà, tous les spécistes n'ont pas la même empathie envers tous les animaux. J'aimerais bien savoir si les antispécistes ont la même empathie envers les vers de terre qu'envers les chiens ou les chats. euh, ou Il utilise envers... l'argument moustique, là! Il utilise l'argument du moustique. Ouais, non, mais c'est vrai. Ou les mouches ou les virus. Hein. Mais Non, mais je suis d'accord, il y a bah, de toute façon, déjà, c'est des mammifères, non, mais voilà. les Et puis, comment ça s'appelle? Les porcs et les vaches, c'est un peu différent t'as des, des conflits culturels. ça Mais moi, bah, je veux dire, évidemment. moi, j'ai fait ça quelques semaines. Enfin, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est. Alors, paradoxalement, ça pue pas forcément. Ce qui pue, c'est vraiment les gens, tu sais, qui nettoient. C'est-à-dire, tu sais, dans les. On dérive là, mais les gens, quand tu fais travail dans un abattoir, le pire, c'est le nettoyage, parce que tu as des flaques de sang et tout qui restent et tout. En fait, quand tu es dans la partie découpe, c'est frais et ça va vite. Et en fait, c'est pas là où c'est le plus hardcore. Mais après, tu dis on dérive, mais non, c'est bien parce que si c'est regardé par les libertariens, étant donné qu'ils ont jamais travaillé de leur vie en général, les libertariens, parce qu'ils pensent, bon, parce que déjà ils ont 20 ans, parce qu'ils pensent gagner leur vie avec la spéculation sur le bitcoin, et ben, ça leur permet d'avoir une petite dose de réel, tu vois. Ouais, Au bah moi, moins, à travers YouTube, ils auront déjà entendu parler d'un vrai travail, tu vois. ouais, bah c'est ça. Donc, moi, exactement. Mais moi, je les attends justement de penser qu'il n'y a pas de société et de se dire comment. À quel moment il participe? Parce que tu vois, moi, un écarisseur, alors après, on peut se poser la question de la viande, mais moi, un ouvrier, tu vois, je sais à quoi ça sert. Non, parce que à la fin, il y a un produit qui est consommable, c'est-à-dire qui rentre dans la circulation et tout. Les gars qui font de la spécule sur le Bitcoin, tu vois, je ne sais pas à quoi ils servent. Enfin, je sais à quoi ils servent sur le plan des rapports capitalistes, mais je sais très bien qu'ils vont disparaître dans un rapport communiste, tu vois. Alors Je que croyais que tu croyais pas au bullshit job. ah non, pour moi, alors, on va faire la capsule. On réacte avec Position Revue qui revient sur toutes ces disaster class, Lily Philippe, David Graber, Spécisme. spéciste. Non, mais ça peut intéresser les gens. Tu dis, Tu il vois, n'y a pas de bullshit job, et là, tu dis les gens qui non, spéculent, ça sert à rien, c'est du bullshit job. non, ce n'est pas du Je pointe bullshit job. l'incohérence, tu vois. Non, ce n'est pas du bullshit job, c'est du job qui est très intéressant. C'est exactement comme quand je parlais de Graber, quand je disais, il y a des travaux qui étaient spécialement dédiés à l'époque féodale. Voilà. C'est pas pour autant parce qu'ils ont disparu qu'ils étaient bullshit. C'est parce que le mode de production a changé. Donc je sais très bien, eux, à quoi ils servent. Mais comme moi, je suis dans une orientation d'un projet communiste, c'est-à-dire que j'ai un autre mode de production euh, en jeu, à mettre en jeu, etc., je suis capable de dire, vous allez disparaître et pas d'autres. Voilà. Ça ne peut pas dire c'est du bullshit job en soi. C'est le problème de David Graber, c'est qu'il va parler des bullshit jobs sans jamais vraiment essayer de comprendre à quoi il sert et comment on va devoir transformer l'intégralité du mode de production. Ce que je dis à Graber, c'est non,
se séparer simplement des bullshit jobs, comme ils les appellent, ne fera pas que tout le monde travaillera moins. Parce que ces bullshit jobs ont une fonction dans le mode de production. Donc c'est pas on va supprimer tous les bullshit jobs et comme ça on travaillera moins. Non, parce que si vous en supprimez certains qui vous apparaissent comme bullshit, d'autres vont redevenir inutiles. C'est le mode de production qu'on va changer. Et pas simplement... et en plus, son explication derrière, elle est bidon, mais pas simplement une espèce de, tu sais, de tumeur cancéreuse bureaucratique. C'est comme ça que si je devais Mmh. faire C'est un anarchiste, hein, je pense, ça va alors, avec sa vision anarchiste des choses, hein. exactement, Que exactement. l'État sert à rien et il y a des gens, ils sont dans des bureaux, ils servent à rien, tu vois? Et effectivement, on pourrait se poser la question entre la pensée libérale et la pensée libertaire, les points de jonction. D'ailleurs, c'est La critique historiquement... du libéralisme, libertaire, monsieur Seguela. Non, non, mais je veux dire, c'est un vrai débat. Le débat Proudhon-De Jacques. Je ne sais pas si les gens connaissent Joseph De Jacques. C'est un type passionnant. J'étais très déçu que personne n'ait jamais fait de film sur Joseph De Jacques parce que je crois que c'est Joseph. Je confonds peut-être. Mais c'est un type qui est parti aux États-Unis, qui a vraiment une vie de fou et qui a- qui a ramené justement ce néologisme libertaire justement pour critiquer Proudhon, justement, qui était encore un anarchiste libéral pour lui, avec effectivement toute cette période de domination, de misogynie. Et, voilà. Et déjà, vient de cette critique-là. Mais en même temps, on voit que justement, ils ont une filiation entre les deux, c'est-à-dire de penser l'individu. Ça peut être Stirner, par exemple, tu vois, Max Stirner aussi. C'est cette façon de penser le bien commun comme l'espèce d'égoïsme absolu individuel. Alors, les libertaires vont pas dire qu'ils sont égoïstes, mais tout ça, il y a une filiation sur la centralité absolue de l'individu. À l'opposé, il faut se méfier des doctrines qui nient complètement l'individu et on va dire cette structure mentale individualiste, individualiste, comme dirait Lucien Sèvres. Lucien Sèvres, voilà, qui est un vrai progrès dans l'humanité, qui permet pas simplement une émancipation, mais qui permet aussi même la multiplicité des avis, des idées, permet effectivement Mais des la phrase de sociétés Marx, elle est parfaite pour comprendre ça. C'est quand il Ouais, dit vas-y, je suis là. l'homme enfin, l'homme est un animal politique, mais pas seulement. C'est un animal qui ne peut s'individualiser que dans la société. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une dialectique qui fait qu'on s'individualise par le collectif, par la société, par les rapports sociaux. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, ça veut dire qu'on ne faut pas poser l'individu dans l'individu, justement. Il ne faut pas poser l'individualité dans l'individu en tant que tel, qui viendrait contracter des choses, comme pensent les libéraux, entre individus pour faire une société. Mais il faut penser la naissance presque d'un animal qui est humain pour soi, qui va s'individualiser grâce à la société, dans la société, en incorporant, en incarnant un peu cette société en soi. Et donc, il y a un rapport comme ça, très Mais de va-et-vient, quoi. c'est-à-dire que, en fait, quand il faut penser, il y a toujours une société avant les individus. Il y a toujours une société avant les individus. C'est impossible d'imaginer le mythe, la mythologie libérale par excellence, tu sais, le bon sauvage, c'est Robinsonade. Tu citais Marx, c'est ça qui va dire ça, c'est Robinsonade de quelqu'un qui vit tout seul, qui produit tout seul ses moyens de subsistance, etc. Et le fait de s'individualiser est un processus historique. C'est-à-dire que c'est ce que vont nier les libertariens et que nient les libéraux, etc. C'est d'avoir cette mythologie de croire qu'avant la société, il y avait des individus. Et non, avant les individus, il y avait de la société. Et les réactionnaires, eux, vont considérer que cet effet individualisant est une dégénérescence, enfin une déchéance, quoi. Voilà, et qu'il faut revenir à une société où les individus n'existent pas, ils ont des dissymétries, un rapport organique, symbolique aux choses, ils sont distribués de manière... Voilà. Et puis, la pensée totalement inverse, qui, elle, va nier les conditions d'existence même de l'individualisation. Voilà. Et ça, ça peut se trouver chez les libertariens, mais ça peut aussi se trouver chez les anarchistes, voilà. Chez certains anarchistes, et ça vient aussi de là, la critique entre le communisme et l'anarchisme. Alors, à savoir que le communisme peut avoir la dérive réactionnaire, justement, de considérer que l'individu n'est rien, parce que la société communiste est tout. Voilà. Et donc la pensée... D'ailleurs,
La pensée faut- anarchiste a cette vertu-là de rappeler la nécessité émancipatrice de l'individualisation. Oui, c'est sûr, parce que ça, c'est vraiment le truc typiquement de Rouge-Brun, c'est-à-dire de voir le problème de l'individualisme et d'en déduire qu'il faut lutter contre l'individu, alors que c'est justement pas ça. Exactement. C'est justement pas ça. Et il faut voir aussi que quand Marx et Engels écrivent l'idéologie allemande, par exemple, c'est à la fois écrit contre Stirner, donc contre un anarchiste libertaire, ou un précurseur des anarchistes Ouais. libertaires, et à la fois écrit contre des gens qui sont dans la philosophie plus libérale, un peu plus Étatique, classique. Donc il y a vraiment cette critique du libéralisme et de l'anarchisme libertaire, quoi. Ouais, exactement. Et on est au même niveau. Et c'est pour ça que je cite Proudhon et Desjacques, parce que c'est un vrai débat entre eux. Mais c'est intéressant, on refait le point avec nos deux Gugus là. C'est même un peu sympa de notre part, tu vois, de les mettre en filiation avec Proudhon, Desjacques, Adam Smith. Tu vois, je veux dire, on est même sympa quand même avec eux, hein, de les ramener à ça. C'est des types qui ont profité de toute la socialisation Exactement. française, de l'éducation, de la santé, des routes, de tout ce que tu veux, et à la fin ils disent oui, mais il faudrait que les enfants puissent travailler quand même parce que c'est une perte de liberté, quoi. C'est vraiment la dégénérescence de ces teubés, quoi. Et ce que tu as dit là, en plus, tout à l'heure, sur les communistes qui vont critiquer. Tu vois, là, la pire texte, ce serait justement de critiquer, quand tu vois des libertins, de critiquer l'individualisation et l'individu. Non, justement, là, c'est une critique socialiste et marxiste qu'il faut faire. C'est des gens qui nient les conditions de production de l'individualisation. Si eux peuvent avoir autant de performances individuelles, parce que c'est ça qui les intéresse, si eux peuvent avoir autant de performances individuelles, bah c'est très simple, c'est parce que ça va pas être dur de prouver de quelle classe sociale ils viennent, que papa et maman ils t'ont prêté 5000 €, ils avaient constitué un petit plan épargne logement jusqu'à tes 18 ans pour que tu achètes tes premiers bitcoins, etc. Tu vois, ça que C'est le justement... premier bitcoin, ça coûte 100 000 € mec maintenant un bitcoin. Non, mais à l'époque, moi Ouais. j'étais jeune, moi j'ai connu le bitcoin à 1000 €. Ouais. Et des gars m'ont dit on en achète. J'ai dit c'est n'importe quoi. Bon, bah, faut vraiment être communiste hein, pour pas regretter. Hein, tu vois. mais, mais clairement, voilà. C'est des gens, justement, ce qu'il faut critiquer, c'est non pas le fait qu'ils se pensent comme des individus, mais qu'ils se pensent comme des individus seuls, sans société. Voilà, c'est ça qu'il faut rappeler. Et de leur rappeler voilà, toutes les conditions matérielles cachés, masqués, qui leur permettent pour eux d'être individus et d'avoir cette fausse conscience individuelle, comme quoi eux sont consentants de tout, et donc en face, toutes les actions sont consentantes de tout. Bah non, il y a des violences. Voilà. Il y a des D'autant violences. qu'en plus, si tu aimes comme nous l'individu, le développement individuel maximal, c'est justement pour que l'enfant à 12 ans, eh ben, on puisse l'aider pour qu'il développe son individualité. Parce que si l'enfant il se met à bosser à 12 ans, on imagine bien qu'il fera pas ce qu'il veut de sa vie, tu vois. Il y a très très peu de Exactement. chances qu'il puisse faire le métier qu'il veut, les études qu'il veut, qu'il puisse être un peu serein. Non, il va être la tête dans le guidon pour devoir payer pour ses deux parents. Et c'est pareil, ces parents qui ont un handicap, on aimerait bien les aider pour les insérer socialement, pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir... Parce que dépendre de ses enfants, c'est quelle vie dépendre de ses enfants, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver pour ces personnes-là un revenu stable avec une activité socialement valorisante et tout? Pourquoi est-ce qu'on devrait dire ah ben non, ces gens-là, comme ils sont avec un handicap, et ben en fait on les met de côté et invalides de travailler à leur place, tu vois? C'est quoi cette vision de l'individu, tu vois? Ouais. C'est Et en très plus, rare les handicaps qui font que tu puisses faire aucune activité sociale, tu vois? C'est très très rare, tu vois? Il y a Donc- bien un truc qu'on peut faire, qu'ils peuvent faire et qui pourra les valoriser socialement aussi, quoi. et en plus, tout le monde comprend ce que c'est, la non-émancipation. Quand vous commencez à avoir des processus d'individualisation, c'est-à-dire des espaces a priori d'autoconscience, d'autodétermination. C'est l'empêchement. Voilà. Et donc, il n'y a rien de plus empêchant que de commencer à développer une conscience pour telle attirance, qu'elle soit intellectuelle, affective, sexuelle, etc. Et qu'on vous construise des empêchements. Et le processus de spécialisation ou de normativité de la division du travail en est une hyper violente. La normativité de classe et la normativité au sein de l'intérieur d'un processus de classe, qui est, je le rappelle, contrairement à ce que certains pensent, un rapport abstrait qui s'incarne concrètement,
il y a un rapport concret dans la division du travail. C'est pas simplement que vous êtes un prolétaire, mais c'est qu'en plus, vous êtes un prolétaire spécialisé. On parlait des carisseurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire toute votre vie, sauf si vous faites des parcours, des machins, mais toute votre vie, vous êtes capable de faire 40 ans, 8 heures par jour d'écarissage. Voilà. Et ça, mais il n'y a rien de plus empêchant. Quand on parle, on n'est même pas dans l'aliénation, on vous prend tout votre temps à faire exactement la même tâche. Et bien ça, c'est empêchant. Donc ça, c'est contre l'émancipation. Et tout le monde comprend que l'émancipation, justement, elle passe par la multiplicité des expériences, la disponibilité du temps, la disponibilité de faire des essais et des erreurs. C'est comme Voilà, ça la qu'on... possibilité aussi de, tu vois, de projection dans le futur Exactement. de manière un peu libre. Voilà. Et ça, typiquement, t'en es empêché. Je veux dire, quand t'as pas les moyens financiers, quand rien n'est fait pour t'aider, notamment quand tu as un handicap, qu'est-ce que tu veux pouvoir te projeter Exactement. dans un projet futur libre? Et le Tu valide. dis ce qu'on te dit, on te dit ah, on va te mettre sous tutelle et puis tu vas faire ce qu'on te dit et puis ton gosse il va bosser pour toi et puis voilà et puis tu fermes ta gueule quoi. Enfin c'est le projet il est là pour ces gens-là quand même tu vois. Et en plus, cette vision violente, c'est-à-dire que non seulement un processus handicapant pour des gens, c'est compliqué, c'est déjà un empêchement en soi. Bon, alors là, dans la société libertarienne, c'est encore plus de violence parce qu'on te dit, bah, pas de bol, quoi, tu vois. Et en plus, ton rapport filial, quand même, qui est quand même le rapport affectif quasiment le plus important, tu vois, dans la relation interhumaine, la filiation et tout. Tu fais peser Attends, ça. juste en train de dire que tu préfères tes filles à ta femme, c'est ça? Non mais juste pour clipper le truc et lui envoyer. Ça dépend des jours. Mais, mais des fois, je préfère mes amis. Hein. Oh là 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 là. Mais non, mais je veux dire, voilà, c'est des rapports quand même importants. Évidemment. Ouais. Et donc, tu te rends compte, tu dis de faire peser ça. Ça veut dire de dire, mais tu vas répondre à mon handicap, quoi. Tu vois, alors que, bah, justement, la volonté normale des parents, c'est justement de pas enfermer ses enfants. Enfin, il y en a qui veulent le faire, hein, c'est un peu problématique, mais voilà. Normalement, quand on pense à l'éducation, à l'émancipation d'un enfant, on ne veut pas l'enfermer là-dedans. Donc, la gestion du handicap des gens, ça doit être une tâche sociale et collective, quoi. Ça veut dire, mais surtout, mais sortons de ces processus de culpabilisation, d'empêchement, d'enfermement, de pesanteur sur le cercle familial, etc. Non, faisons en sorte, et c'est ce que tu parlais tout à l'heure, faisons en sorte, parce que tu vois, on parlait d'individualisation, et ben voilà, en fait, les gens qui ont un handicap sont dans les structures actuelles des sous-individus. Voilà. Pourquoi? Parce que Clipper ils ça, sont clipper ça. empêchés. Tu vois? De quoi? Je disais clipper ça. Je disais les gens aujourd'hui avec handicap sont Non, des mais- sous-individus. Je disais clipper ça. Mais c'est justement ça, en fait. Bien sûr, violence bien du sûr. Non, système mais oui. validiste, c'est des gens qui sont... C'est que t'es descriptif et on croirait que tu Oui. l'appelles de tes vœux, tu vois. Ah non, bah non, justement. Et en fait, ils ont autant de potentialité d'individualisation si justement on se donne les conditions sociales pour qu'ils les aient, tu vois ce que je veux dire, pour qu'elles s'expriment. Évidemment, attends, il n'y a pas si longtemps, les capacités d'individualisation d'une femme ou, je sais pas, de certains, Ouais. de certains sujets coloniaux, c'était impossible. On considérait que voilà, bah, si tu étais une femme, de toute façon, tu serais jamais un individu comme un homme. Tu serais pas un individu comme un homme. Aujourd'hui, on a eu une avancée quand même par rapport aux femmes et par rapport aux racisés, même si c'est pas exactement parfait tout le temps, tu vois. Mais on a quand même une avancée par rapport à ça. Mais dans la société, les gens qui ont un handicap sont toujours considérés comme étant un peu pas des sous-citoyens, mais presque, tu vois, des sous-individus, comme tu dis, plus Exactement. que des sous-citoyens, peut-être des sous-individus, des gens qui ne peuvent pas faire un projet libre, des gens qui ne peuvent pas s'épanouir par la collectivité, mais des gens justement qui seraient un poids pour la collectivité, à qui on rappelle bien que c'est un poids et qu'on est déjà bien gentil de leur fournir de quoi bouffer, que ça pourrait être pire, tu vois, il y a tout ce... Il y a tout ce truc-là hein, qui est très capitaliste. Hein. C'est très très capitaliste de dire ces gens-là ne produisent pas, du coup ils doivent pas avoir à bouffer, tu vois. Exactement, et c'est très capitaliste, justement, parce que le capitalisme est en lui-même un validisme. Il pourrait y avoir des modes de production qui ne soient pas communistes, mais qui ne soient pas validistes. Il y a des modes de production archaïques qui essayent d'intégrer tout le monde, parce qu'en fait, chaque force de travail est disponible. Comme la force de travail est
fondamentale à l'échelle des entreprises, tu vois, des modes de production, pas mais est surnuméraire toujours à l'échelle globale, et les capitalistes font en sorte qu'elle le soit tout le temps, sinon les salaires augmentent trop. Eh bien, c'est un processus ultra validiste. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a trop de force de travail au total, et donc seuls les meilleurs pourront avoir un travail. Et qu'en plus, dans le processus de rendement, de cadence, etc., c'est ça qui est valorisé. Ça veut dire c'est celui qui en a le plus chier. Moi, quand j'ai commencé à travailler à 18 ans à l'usine, quoi, voilà. Je ferai mon parcours un jour, je sais pas, prolo, tout coco, mais moi j'ai fait ça pendant des années. Les chaînes de production, des fois, tu arrivais, tu prenais ton poste le lundi en intérim et tout. Il y a plein de gens qui doivent connaître ça dans le chat. Tu connais pas le taf et la ligne, elle déroule, quoi. Elle déroule et t'en chies. Et les mecs, ils viennent te voir à la fin, ils te disent, bah, c'est dur, hein. Ah bah on est là pour en chier, quoi. Moi, les mecs, combien de fois les mecs ils m'ont dit ça? On est là pour en chier, quoi. Tu vois. Et si t'as pas subi, si t'es pas dans le dur, etc., c'est que t'as pas bossé, quoi. Et même ça, c'est intégré au niveau de tes collègues, quoi, des ouvriers et tout. La violence, comme quoi le travail, c'est quelque chose c'est quelque chose de dur, tu vois. En France, on se dit comment tu te dis quand les gens ils vont au travail? Qu'est-ce qu'ils se disent les gens? Bon courage. Tu vois, tu vois dire, quand les gens ils vont au travail, tu discutes avec un gars, puis tu te quittes et tu dis bah bon courage. Tu vois, rien que ça dit un rapport au travail. Tu vois, il faut être courageux pour faire du travail, il faut être volontaire, il faut être validiste, il faut être même. Ça a changé à cause de la tertiarisation, mais il faut une forme de virilité d'ailleurs, et on pourrait même s'interroger le reliquat de virilisme et de virilité qu'il peut y avoir même dans les métiers tertiaires. Je pense les conneries comme quoi la féminisation vient de la tertiarisation à la Soral, on peut largement critiquer ça. D'ailleurs, tout le travail manuel et mécanique du 19e siècle, il Très suffit de lire féminin, ouais. Engels, hein, c'est très féminin. Mm. Donc, bon, c'est dommage. C'est un des plus grands livres. C'est le plus grand livre d'Engels, justement, la situation des classes laborieuses en Grande-Bretagne. Encore un livre dont Soral parle, mais qu'il n'a pas lu. Donc voilà, donc tout ça, c'est un rapport, voilà, fondamentalement violent, et en plus, justement, déprécié par les gus là qui font du Bitcoin. Alors eux qui justement survalorisent leur intellect en disant bah par mon intellect et mon intelligence à faire du Bitcoin, je peux échapper au travail, voilà. Ouais, mais il y a une conscience malheureuse là-dedans. Il y a des gens qui essaient ces gars-là, ils gagnent pas leur vie avec le Bitcoin, j'imagine, tu vois. Ça se Alors peut, peut-être hein. que je me trompe. Ah, Non, mais ils ça se gagnent peut, pas mais leur vie, ils gagnent tu sûrement vois, plus qu'un SMIC. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'en sais rien, mais je te vois critiquer tout ça. Je suis pas sûr. Je pense que quand on critique le Bitcoin, on se trompe un peu de je suis combat dans d'accord, le mais sens où comme quand on critique c'est les des bullshit prolos jobs. qui achètent du D'accord. Bitcoin, c'est des gars, ou pas forcément des prolos, mais des mecs tu sais, qui gagnent entre 1200 et 8000 euros par mois, tu vois. C'est pas des grands spéculateurs qui spéculent sur Bitcoin. Il y en a peut-être, hein, il y en a peut-être quelques-uns, et c'est peut-être eux d'ailleurs qui font le marché et qui baissent ces mecs-là, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a peut-être le smicard qui achète du Bitcoin quand on lui dit d'en acheter, quand c'est trop haut, qui va se faire baiser par 2-3 traders, 2-3 mecs qui ont vraiment vraiment de l'argent et qui peuvent même à un moment donné, tu sais, il y avait des manipulations de marché parce que les mecs, en fait, le Bitcoin, quand il y a peu d'argent sur un marché, c'est très facile de le manipuler quand tu as beaucoup d'argent, tu vois. C'est plus dur aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus d'argent qu'avant sur le Bitcoin, tu vois. Mais, et donc, du coup, si tu veux, le Bitcoin, c'est pas comme c'est pas comme avoir 20% de total, tu vois, d'avoir un demi-Bitcoin, tu vois, ça a rien à voir en termes de spéculation, c'est plus des gens qui essaient de rêver et qui, un peu comme le loto, tu vois, qui se disent peut-être qu'un jour ça vaudra je sais pas combien et que je vais sortir de la merde. Donc moi j'y vois quelque chose de l'ordre de la fuite de sa classe sociale là-dedans aussi, tu vois. Non, et puis je suis totalement d'accord. J'ai critiqué Graber justement pour pas penser les choses de manière éparse et en disant comment il y a un système qui fonctionne et il faut enlever les tumeurs. Le Bitcoin n'est justement pas ça non plus. En plus, si on voulait faire une analyse marxiste du Bitcoin, clairement, le Bitcoin n'est pas une monnaie dans l'analyse marxiste. Tu parles moins fort qu'avant, je sais pas pourquoi. Tu m'entends là ou pas? Ouais, je t'entends, mais tu parles peut-être pas dans le micro ou t'as baissé ton micro. Ouais, pardon, je vais monter le micro. Mais je disais, oui, en plus, le Bitcoin n'est pas considéré comme de la monnaie dans le système marxiste. Je vous invite à lire Suzanne Brunoff sur la monnaie et Marx, par exemple, c'est très intéressant, mais comme une marchandise. Donc effectivement, comme tu dis, il y a peu de chances que des gens deviennent très riches avec le Bitcoin. C'est plutôt une espèce de
libéralisation, de faire croire qu'on va travailler avec du Bitcoin, c'est de l'achat-revente. Le Bitcoin est une marchandise et c'est comme faire croire à des gens qu'ils vont gagner de l'argent en achetant des trucs sur Vinted et en les revendant. Enfin, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais ils Vraiment peuvent en par- gagner, mais c'est pas artistique, stable. Ils voilà, vont pas faire leur exactement. vie comme ça, quoi. Exactement. Et puis, Ou alors ceux qui font leur vie, bah, ils ont rechaté et tout, comme tu peux acheter un voilà. tableau et puis chater sur un tableau. C'est Oui, c'est vraiment des possible, tu vois. processus de circulation de marchandises qui effectivement ne sont pas des processus capitalistes en eux-mêmes, d'exploitation, voilà, qu'on soit bien clair. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ça qui est intéressant chez les libertariens, c'est que les libertariens sont trop bêtes pour être de vrais bons capitalistes, en fait. Et d'ailleurs, c'est leur problématique. Ils critiquent souvent le capitalisme en disant « Ah non, le capitalisme, il se monopolise parce que justement, il ne respecte pas les règles de la liberté, de la concurrence. Comment ils appellent ça, le capitalisme de connivence. collusion, De tu vois, connivence. de connivence, voilà, c'est ça. Mais parce qu'en fait, ils sont trop dans le monde de la petite bourgeoisie, quoi. Le petit fabricant, le petit artisan, le petit marchand, quoi. Tu vois, Ouais. ils n'arrivent pas à comprendre que même le capitalisme est un processus social. Et comme ils dénient tout processus de socialisation, bah, dès qu'ils voient le capitalisme se socialiser, se massifier, se concentrer, ils se disent ah bah non, ça peut pas être libéral, ça, parce que du coup, il n'y a pas plein de petits gars dans leur coin qui font des trucs, tu vois. Donc, ils sont vraiment dans l'abstraction la plus complète, quoi. Et faut voir aussi la culture. Tu vois, tu parlais du validisme, du capitalisme, c'est vrai, et ça influe dans nos cultures occidentales. Et moi, j'ai envie de parler d'un truc parce que j'ai bossé un peu en service de génétique, tu vois, donc j'ai vu beaucoup de gens avec des pathologies génétiques ou des choses comme ça. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est de voir, je l'ai vu plusieurs fois, des gens issus de la communauté des gens du voyage, tu vois, le rapport qu'ils ont à la pathologie mentale ou tu vois, au retard intellectuel et tout. En fait, je les ai vus avoir un rapport beaucoup moins normé et beaucoup moins validiste que dans une famille un peu plus classique, de culture, disons, occidentale, plus classique, si tu veux, je sais pas comment dire. C'était en fait, tu faisais l'arbre généalogique de la personne et tu disais, il y a des gens qui ont une déficience intellectuelle, un trouble un peu comme ça dans la famille, ils disent non, non, tu vois. Et puis après, tu as dit, il y a personne qui a, je sais pas, une trisomie 21. Il dit, ah bah si, il y a Didier, tu vois. Et Didier, c'était Didier, tu vois. C'était pas, c'est l'handicapé de la famille, machin et tout. Ouais. Et il était beaucoup plus intégré, en fait, dans ces communautés-là qui ont un mode de vie particulier et tout, que s'il avait été dans une famille classique, blanche, de classe moyenne et tout, qui dirait, ah bah non, mais c'est l'handicapé de la famille, il est à moitié en institution, il est de côté, tu vois. Là, c'était en fait, ça leur venait à peine à l'idée que cette personne-là avait avait des troubles en rapport avec une pathologie génétique, tu vois. Et je trouvais ça assez questionnant sur notre rapport à nous, à ces choses-là, tu vois. Où Ouais. on a un rapport beaucoup plus normé et beaucoup plus dur au final, de hiérarchisation des gens et tout, que ce type de population-là. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, parce que ce que je te disais tout à l'heure, dans ce mode un peu plus communautaire, on accepte beaucoup plus les gens. Ils sont moins en concurrence. La logique de tu vois, la logique du validisme, elle vient aussi de cette logique de la concurrence. Et il n'y a rien de plus darwiniste social que les libertariens, en fait. Vraiment, ça pousse à la fin à dire, mais voilà, si ben, c'est naturalisant, et en plus, c'est de dire, bah oui, si t'as pas les qualités requises initialement, eh ben, tu mérites soit la mort, soit la dégradation, soit la basse caste, quoi. Voilà. Et dans les sociétés plus horizontales, plus communautaires, la famille, le clan, comme tu dis, où il y a. Et ce que tu exprimes, ben, effectivement, on essaye d'accepter tout le monde parce qu'on n'a pas le luxe non plus Un peu comme dans les villages où tu sais, t'as une d'exclure personne des gens. racisée et puis tu sais, elle est intégrée alors que tout le monde est plus ou moins raciste dans le truc, mais cette personne-là, ils la connaissent depuis longtemps, donc c'est un peu le noir du village et puis voilà, c'est un peu ce type de sociabilisation-là en fait. Ouais, mais en fait, c'est des gens. En fait, on en a parlé l'autre fois. C'est aussi, tu sais, paradoxalement, des fois, c'est plus facile d'être l'original, tu sais, du coin. Ça te donne une position, surtout dans les modes très communautaires. Alors, ça veut pas dire que c'est pas des processus raciaux quand même, parce que c'est quand même, en général, c'est aussi. Quand tu parlais de ça, moi j'ai connu ça pour vivre dans la réalité, où disant, mais
Alors une fois, il y avait un reportage là-dessus et Félicien Faury, il en parle dans son... pas Félicien Faury, Benoît Coquart, il en parle dans son livre. C'est intéressant ça. Alors il va dire, oui, mais machin, Karim, c'est pas pareil, tu vois. Mais malgré tout, on va le ramener à ça. Tu vois, c'est-à-dire que ce sera toujours une dialectique entre t'es de chez nous, t'es pas la Kaira qu'on veut renvoyer au bled de force, tu vois, en votant Marine Le Pen, mais en même temps, on t'accepte par ton originalité. Tu vois, jamais par, Oui, par jamais la... comme un autre, c'est pas horizontal. Ouais. Jamais comme voilà, jamais comme un de chez nous, quoi. Tu vois. Ouais. Et Il ça, faudrait pas que tu ramènes toute ta famille non plus, quoi. exactement, tu vois, vraiment des processus paradoxaux parce que du coup, en plus, ça, tu sais, on en avait parlé quand on avait parlé aussi, il y a un autre truc, on avait parlé aussi quand on avait parlé de l'acceptation, tu sais, de l'homosexualité ou de la transsexualité dans les familles et tout, et où tu te dis, mais en fait, Transidentité. la transidentité, pardon, ça se dit plus maintenant, Bah, mais c'est vraiment la capsule dérapage de Position Revue, je le fais travailler là, il a pas bu de café, je pense. Je vais en prendre un autre. Non, mais je mâche un peu les mots donc, quand je dis. Voilà, mais tu sais, où vaut mieux en fait être. Tu vas être plus accepté dans une famille rurale qui n'a pas l'habitude de l'homosexualité si tu as fait des études d'art à Paris et que tu surjoues l'excentricité homosexuelle, tu vois. C'est en mode ah oui, mais c'est l'original de la famille, tu vois, etc. Plutôt que si tu es le fils aîné qui joue au foot le week-end et qui vient, comme je te disais, qui était parti pour reprendre la boîte de maçonnerie et qui annonce qu'en fait il veut se marier avec un mec, tu vois. Parce que là, en fait, là tu te dis ça marche pas, quoi. Tu vois, si tu es complètement à l'écart, ça va parce que tu as l'impression de pas mettre en danger la communauté. C'est quand tu commences à intégrer des structures diverses au sein de quelque chose qui avait l'air très solide que là, les gens le voient comme une brèche et commencent à transpirer et à pas être à l'aise, en fait. Voilà. Et ça, dans les sociétés communautaires, c'est toujours un peu à double tranchant, quoi. Et d'où d'ailleurs, parce qu'on essaie quand même d'avoir une cohérence intellectuelle. Alors là, on part un peu dans tous les sens, mais d'où d'ailleurs ce qu'on disait sur cette individualisation. Voilà. Comment en fait on pense justement des sociétés stables, communes, qui mettent en commun, mais où justement toute la diversité des individualisations ne sera pas vue comme un risque pour la communauté, mais comme une richesse. Voilà. Et on voit que voilà, dans le trop communautaire, l'individualisation, elle doit être périphérique, marginale, périphérique, et elle est encore acceptable à ce moment-là. Et donc, on voit bien que elle est limitée, et elle est limitée, donc limitante et donc violente. Voilà. Et que de l'autre côté, vivre simplement dans la périphérie, comment dire, à l'écart justement des processus de pouvoir, des processus de décision et tout, c'est pas non plus une émancipation totale parce que c'est une assignation à la périphérie. C'est-à-dire, ok, allez exprimer votre diversité, mais ailleurs. Voilà. Donc, toute la question du communisme, c'est ça, c'est comment on fait en sorte que ce processus les conditions sociales de production, de mode de production, de rapport de production, permettent toujours l'infinité des possibilités d'individualisation et comment ces possibilités-là permettent justement de ne pas mettre en crise les ressources et les conditions de production, c'est-à-dire que certains ne s'accaparent pas une partie des ressources au profit d'autres. Je finis là-dessus, justement parce que le processus libéral, c'est ça. Quand tu nies justement les conditions de production de cette individualisation, tu te retrouves avec un processus de classe où effectivement tu commences par dire le jour 1, les individus naissent libres et égaux en droit, mais dès le lendemain de leur naissance, on les assigne à une classe sociale et dès la déclaration des droits de l'homme, tu te rends compte que c'est les mêmes gens padus qui ont écrit la déclaration des droits de l'homme et le suffrage censitaire. C'est des gens à qui ça n'a pas posé problème de dire on déclare que tu imagines le niveau de fausse conscience de cette bourgeoisie progressiste révolutionnaire. On déclare en 1789 l'abolition des privilèges et la naissance libre et égale de tout le monde en droit, donc abstrait. Et en même temps, on dit
il y a que les riches, ceux qui payent l'impôt, qui pourront voter. Mais tu vois, et là tu pourrais te dire, mais à 2 générations d'écart, non, c'est les mêmes personnes qui ont écrit le même texte à quelques jours près, quoi. Tu vois, et ça c'est incroyable. Et ça, effectivement, ça c'est la vision libérale, c'est-à-dire des gens qui considèrent que l'égalité n'est qu'une abstraction naturelle, voilà, mais que la réalité, en fait, le droit n'est toujours que le droit du plus fort. Voilà. Et ça, c'est le monde capitaliste. Et j'ai envie de finir par de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu es dans une société comme aujourd'hui capitaliste, tu fais selon tes moyens, c'est-à-dire que tu es assigné à ta classe sociale de naissance, à plus ou moins tes troubles, plus ou moins ta catégorie de race, de genre ou ce que tu veux, tu vois. Alors que dans une société communiste où c'est chacun selon ses besoins, on pourra avoir une plus grande, comme tu disais, une plus grande mobilité, c'est-à-dire que chacun puisse faire un peu ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'on pourra moins facilement deviner à la naissance, et ça tu me l'avais dit l'autre jour en privé, mais c'est vrai, on pourra moins facilement deviner à la naissance que deviendra un enfant qu'aujourd'hui, où sincèrement, alors pour le coup, moi aussi pour travailler dans le secteur un peu médico-social et tout, il y a des gens, tu sais très bien que quand tes parents ils t'ont abandonné, que tu as en plus de ça un trouble plus ou moins héréditaire, que tu vas de foyer en foyer et tout, avec le système comment il est foutu aujourd'hui, il y a peu de chances que tu fasses l'ENA et que tu finisses à la tête du Parti Socialiste, tu vois. Il y a quand même peu de chances, tu vois. Et ben on veut que dans une société future, ben, on puisse se dire ah, peut-être que cet enfant, on ne sait pas ce qu'il va devenir, tu vois. On ne sait pas ce qu'il fera et on ne se dit pas qu'il sera assigné à une place subalterne dans la société, quoi. T'as raison, et là je vais faire un petit détour épistémologique, parce que les gens ils aiment bien quand on fait des trucs théoriques, a priori, c'est toi qui m'as dit ça, voilà. Mais Non, ils aiment bien quand c'est théorique, mais que c'est factuel, qu'il y a le graphique Voilà. qui édicte des choses théoriques. Mais juste, moi, je vais dire un truc, et pour abonder dans ton sens, c'est aussi ça, justement, de penser l'identité sujet-objet, comme on dit dans la philosophie marxiste. Si on a aujourd'hui une sociologie universitaire et enfin, hégémonique, c'est-à-dire très déterministe, très dans la causalité aussi, c'est parce que on a un mode de production qui crée énormément de détermination. C'est pas une simple évolution normale de la science d'avoir une sociologie ultra déterministe et même très efficace pour dire Kevin né à tel endroit, etc. Il y a 90% de chances qu'il finisse ici. C'est aussi justement parce qu'on a la science du mode de production adéquat, c'est-à-dire une science qui finalement ne se préoccupe pas de la conscience des individus, de leurs possibilités, de leurs potentialités, mais ne se préoccupe que de ce qui est à l'œuvre, c'est-à-dire les surdéterminations, les violences du système capitaliste. Et bien justement, de manière révolutionnaire, penser à un système communiste, c'est aussi repenser la science de compréhension des individus, moins par leur détermination, mais par leur conscience et leur projection. Et bien ça, justement, ça doit transformer, cette transformation de la société doit transformer la façon dont on comprend les sociétés, justement parce qu'on aura tué des déterminations. Ouais, bah d'ailleurs, ça se voit tellement ces déterminations quand tu vois les prénoms, tu sais. Les prénoms des enfants. C'est un truc incroyable. Tu vois, tu as des prénoms comme ça où on te dit, ah bah ça, c'est le prénom des enfants, tu sais, par exemple, qui ont un trouble de l'attention, tu vois. C'est pas le prénom des enfants qui ont un trouble de l'attention, c'est le prénom que donnent certaines classes sociales à leurs enfants, Exactement. certaines classes sociales qui bossent dans des endroits où c'est un peu compliqué, qui, du coup, quand rentrent le soir, ils sont fatigués, les enfants sont devant la télé. Il y a plein de facteurs de risque qui font que bah, ces enfants-là, ils vont avoir des troubles de l'attention, tu vois. Dans une société communiste, on pourrait imaginer que les prénoms te classent moins dès la naissance dans ta classe et t'enferment dans certaines choses, tu vois. Tu parlais de Kevin, mais en fait, c'est pareil pour tout. Quelqu'un, je sais pas, une meuf qui s'appelle Adèle, tu vois. Ouais. Une meuf qui s'appelle Adèle, tu sais qu'elle a plus de chances d'avoir le bac mention très bien qu'une meuf qui a un nom plus de classe populaire, tu vois. Je vais pas donner les prénoms de mes enfants. Je vais pas donner les prénoms de mes filles, mais sociologiquement, ça fait rigoler, quoi. Je sais pas, voilà. Mais tu vois, c'est prévisible, quoi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a la science sociologique du mode de production actuel, c'est-à-dire une science très déterministe, très reproduisante, très prédictive, qui est très efficiente du coup, mais qui est conditionnée par notre mode de production. Elle n'est pas déterministe par hasard. Elle est déterministe parce que dans le mode de production capitaliste, il y a beaucoup d'assignation et de détermination. Voilà. Ouais, faudrait faire une tier list des prénoms, mais si on fait ça, on va passer pour des connards parce que moi,
toutes les classes sociales, ça me fait marrer. Hein. Les prénoms de bourges, ça me fait marrer. Les prénoms de Eh promo, oui, ça me fait marrer. c'est Toutes très les classes révélateur. sociales, parce qu'en fait, c'est caricatural, parce que tu le sais à l'avance et c'est ça qui me fait marrer, tu vois. C'est Mais ça. du coup, je vais passer pour un mec qui se moque, tu vois, qui a du Comment prépris de dit classe ou du. Alors qu'en fait, c'est pareil pour Léopoldine, tu vois. Ça me fait marrer aussi. Eh oui, tu mais vois. Petroni, quand tu t'appelles Petroni, bon bah voilà, ou je sais pas, ou quand tu t'appelles Enguerrand, ou tu vois, c'est évident. Mais c'est là où on dit les sciences sociales sont des sciences dures. Les seules sciences dures sont les sciences sociales. Moi, je suis d'accord avec ça, justement parce que les seules choses vraiment dures pour les individus sont les rapports sociaux. Voilà. Et donc, comme tu le disais, tu as bien fait de le rappeler, la meilleure définition du communisme, c'est de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Bah, effectivement, partir des besoins des gens euh, devra donner une science beaucoup moins déterministe et beaucoup plus, comment dire, à l'écoute de l'émancipation des individus et à l'écoute même de leur propre projection. Et ça, c'est la J'aime cette classe. capsule parce qu'on est les vrais libertariens à la fin. Hein. C'est nous qui aimons les individus, c'est pas vous. Et bien sûr qu'on les aime, c'est ça. Et on veut leur donner tous les moyens de l'être, quoi. Carrément. Bon, bah, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale, à vous abonner à Position Revue, à vous abonner à la nouvelle chaîne de Zoé, Docteur-du-bas, Zoé-du-bas, YT. Zoé débarque sur YouTube, allez vous abonner à sa chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir le dernier numéro de Position Revue, l'Empire masculin, sur Internet, sur le site Internet. Ouais, Et sur ce, l'Empire on vous dit à masculin, plus. je vais faire un peu de pub, je suis nul à ça, mais mes collègues de Position Revue vont être contents. Allez voir ça. Il y a aussi toute notre série sur les conditions concrètes, le rapport au travail, des gens qui font des témoignages. Et je vous invite, si vous avez envie de témoigner à Position Revue sur vos conditions concrètes d'existence, c'est pas forcément dans le monde du travail, ça peut être dans le monde de la recherche d'emploi, de la galère pour un RSA, de votre galère d'étudiant travailleur ou même de votre galère d'étudiant pour avoir un logement, manger. C'est-à-dire vraiment le rapport concret. On essaye de faire ça avec Position, on n'a pas beaucoup de temps, on est tous bénévoles, on n'est pas une grosse équipe, mais on essaye de marcher sur nos deux jambes. L'abstrait d'abord, voilà, penser le capital, penser les rapports de production, et puis s'élever, comme disait Marx, de l'abstrait au concret. Et donc, là, en ce moment, les concrétisations, ça va être le graphique et cette série-là qu'on a envie d'alimenter de manière pérenne. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc, il y a de l'abstrait, il y a du concret, et on part de l'abstrait pour aller au concret. Voilà le processus. Yes, et sur ce, on vous dit à plus.